Bonjour à tous les cloudistes, on se retrouve aujourd'hui pour le test en profondeur de la Retroid Pocket 6. Je vous laisse vous installer parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble et avant qu'on commence, place au sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Cloudipad, un service français de cloud computing orienté pour le gaming. Cloudipad, c'est un PC gamer dans le cloud équipé de GPU RTX performants avec des offres allant des équivalents serveurs de la RTX 3060 jusqu'à la RTX 4090 pour vous offrir des sessions allant jusqu'à la 1440p 120 fps. Et qui dit cloud dit accessibilité depuis presque n'importe quel appareil au travers de Moonlight. C'est là l'une des choses que je préfère avec le cloud gaming et le cloud computing. Concrètement, vous vous connectez et vous vous retrouvez avec un véritable environnement PC sous Linux avec Steam, Epic Games et GOG qui sont déjà préinstallés. Et peut-être que le mot Linux vous inquiète, mais je veux simplement vous rappeler que grâce à la popularité de la Steam Deck et de Proton, aujourd'hui la majorité des jeux Windows tournent sur Linux. Ce qui fait la vraie différence avec un service comme Cloudipad face à la concurrence, c'est la véritable liberté. Vous pouvez installer vos jeux, vous avez la possibilité de modder vos jeux en installant tout un tas de choses selon la personnalisation que vous voulez et l'expérience que vous voulez vivre, là où d'autres services bien plus fermés ne le permettent pas malheureusement. D'un point de vue du modèle économique, Cloudipad s'adresse surtout aux joueurs occasionnels, entre 10 et 40 heures par mois avec des abonnements mensuels, mais aussi une option de jeu à la demande, à l'heure, façon pay as you go, payez selon ce que vous consommez. Et si vous vous posez la question de savoir si le service fonctionne bien, bonne nouvelle, vous avez des heures d'essai gratuites sans que ce soit avec engagement. Élément qui peut être très rassurant aussi, le projet est backé par le programme Startup de Scaleway. Il est open source et il s'appuie sur une communauté active sur Discord. Si vous voulez le tester, vous passez par le lien en description et j'ai un code promo pour vous. Il s'agit de CGF 2026. Et avec ce code, ça vous offre 20% de réduction pendant 3 mois d'abonnement ou alors 20% de réduction sur les crédits à la demande. Je vous mets tous les liens en description et en bonus, si vous voulez en savoir plus sur Cloudipad, vous avez sur cette chaîne Cloud Gaming France une interview de Pierre, le créateur de Cloudipad. Je remercie encore une fois Cloudipad pour le soutien fidèle à la chaîne et nous, on retourne à notre vidéo. Nous voici donc avec la Retroid Pocket 6. Il y a peu de temps sur la chaîne, on a eu l'occasion de tester la Retroid Pocket G2 et lorsque l'on avait fait le test de la Retroid Pocket G2, on se disait, est-ce qu'elle a vraiment beaucoup d'intérêt la Retroid Pocket G2 en sachant que la Retroid Pocket 6 allait très rapidement sortir et normalement combler un certain nombre des problèmes que l'on pouvait rencontrer avec cet ancien modèle, enfin le précédent modèle finalement qui est venu entre la Retroid Pocket 5 et la Retroid Pocket 6. Et bien ce que je vous propose c'est qu'on puisse aller maintenant en profondeur sur cette Retroid Pocket 6 et on va déjà faire un petit tour du propriétaire. À l'intérieur, vous retrouverez un Snapdragon 8 Gen 2, c'est donc un processeur que l'on connaît bien puisque c'est celui que l'on retrouve notamment sur la Hainotor que l'on a déjà essayé sur la chaîne. Donc d'un point de vue performance, on est déjà en terrain connu avec un GPU qui est un Adreno 740. Au niveau de l'écran, on reviendra dessus tout à l'heure, mais on est sur un écran de 5,5 pouces, sur de l'AMOLED, on est sur du 1900-1080p, et l'avantage de cet écran, c'est que là, on sera sur du 120 Hz et non pas du 60 Hz, comme on a pu avoir avec les modèles précédents du côté de chez Retroid. À l'intérieur, en termes de RAM, on a deux modèles qui existent, soit un modèle avec 8 Go de RAM, soit un modèle avec 12 Go de RAM. Ici, on est avec le modèle 12 Go de RAM. Et en ce qui concerne le stockage interne, pour le modèle à 8 Go de RAM, vous aurez 128 Go de stockage interne. Et pour le modèle 12 Go comme celui que j'ai ici, vous aurez 256 Go de RAM. En termes de batterie, on est sur une batterie de 6000 mAh comparé aux 5000 que l'on pouvait retrouver sur la Retroid Pocket G2. On a une charge rapide à 27 watts. Au niveau de la connectivité, on est sur du Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 et puis on a aussi un port USB type C dont je vous reparlerai tout à l'heure parce qu'il vous permettra notamment de pouvoir aller jusqu'à la 4K. Vous avez un jack 3,5 mm ainsi qu'un slow pour la carte SD. Et enfin, la machine tourne sous Android 13. Au niveau des options, vous avez deux options de configuration lorsque vous commandez cette Retroid Pocket 6. D'ailleurs, vous avez un lien en description, ça vous permettra de la commander tout en soutenant la chaîne directement auprès de Retroid. Et donc, lorsque la console a été mise en pré-vente, en tout cas lorsqu'elle a été dévoilée, au début, elle n'avait pas du tout ce gabarit-là, enfin, surtout, elle n'avait pas du tout ce design-là. Et je vous la montre
photo, il y avait un premier modèle qui avait été proposé, qui était un peu plus ambitieux en termes de choix de design, mais malheureusement, celui-ci a été vraiment retoqué par la communauté et il y a eu une levée de bouclier. À la suite de quoi, eh bien, Retroid ont fait un certain nombre de sondages pour savoir ce que préférait avoir la communauté. Et donc, du coup, c'est ce format qui est ressorti, en sachant que vous avez deux possibilités de choix en ce qui concerne les joysticks, notamment sur la partie gauche. C'est-à-dire que vous avez un double choix, soit d'être comme moi, c'est-à-dire avec le D-pad en bas et le joystick en haut. Et donc ça veut dire que vous serez plutôt un joueur joystick centré, c'est-à-dire plutôt de joueur de jeu moderne, parce que vous voulez avoir sur le pouce gauche le joystick de gauche qui tombe directement. Ou alors, eh bien, il y a une autre possibilité, c'est d'avoir le D-pad qui est en haut et le joystick qui est en bas. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous voulez avoir le pouce qui tombe sur le D-pad et donc que vous jouerez plus à des jeux sur lesquels vous considérez que le D-pad est plus important que le joystick. Moi, avec mon utilisation, et notamment en cloud gaming et dans les jeux modernes, évidemment, il fallait avoir le joystick sur la partie supérieure. En termes de coloris, vous avez aussi pas mal de couleurs. Vous avez 5 couleurs en tout. Vous avez la version noire comme celle que vous voyez ici. Vous avez la version grise classique, vous savez, avec les boutons de couleur ici, la version dite 16 bits. Vous avez ensuite des versions argentées, enfin des versions un peu brillantes plutôt, une version grise, une version qui s'appelle donc la Silver, la version orange et la version Light Purple, violette, que je trouve vraiment magnifique lorsque j'ai pu la voir à droite ou à gauche. Et en tout cas, moi de mon côté, j'ai choisi la sobriété pour celui-ci. Je voulais avoir la version noire parce que je trouve que sur les versions noires des consoles, même si c'est pas forcément les plus jolies d'un point de vue esthétique, lorsqu'il y a des jeux qui ne prennent pas en charge le 16 neuvième et qu'il y a de grosses bandes noires sur le côté, et ben je trouve qu'on voit moins la délimitation. Donc c'est pour cela que j'ai voulu choisir cette couleur, ce coloris. On commence par la face avant et donc du coup pour cette face avant vous voyez déjà un joli écran. Donc on est sur un écran de 5,5 pouces, on est toujours sur de l'AMOLED, on est toujours sur du 1080p par rapport à la Retroid Pocket G2, on est toujours sur un format 16 neuvième évidemment et la grosse différence elle réside en deux points sur ce nouvel écran. Et bien déjà c'est que on abandonne le 60 Hz pour passer à du 120 Hz, donc ça permettra d'afficher vos jeux jusqu'à 120 images par seconde, et on augmente la luminosité en passant de 500 nits à 550 nits, 50 nits qui sont bénéfiques, notamment lorsque vous voudriez jouer dans des environnements très lumineux. Donc là, on a vraiment un très très bel écran avec une très belle colorimétrie qui laisse une belle place justement aux couleurs. Les couleurs sont bien éclatantes aussi, les noirs sont vraiment profonds, c'est l'avantage de l'OLED. On est sur un écran de 5,5 pouces, donc évidemment pour ceux qui sont habitués aux écrans 7 pouces, 8 pouces, voire 6 pouces, comme on peut avoir sur la Ain Odin 3 par exemple, le 5,5 pouces est un peu petit, mais en même temps ça peut être justement un argument de vente aussi pour ceux qui veulent avoir un appareil qui est ultra transportable. C'est donc un bel écran avec des noirs profonds, des couleurs éclatantes et surtout un rafraîchissement d'image qui est nécessaire en mon sens, notamment pour ceux qui comme moi utilisent beaucoup le cloud gaming avec les services comme GeForce Now, comme Shadow PC, comme Boosteroid, comme CloudyPad, etc. qui permettent justement de pouvoir utiliser le 120 Hz, ou alors pour ceux qui utilisent le rétro gaming et qui utilisent la technologie d'insertion d'images noires qui permet justement d'avoir une meilleure fluidité dans ces jeux rétro. On poursuit maintenant avec les contrôleurs et on commence par la partie droite. Donc là vous voyez, vous avez les boutons B, A, X, Y qui sont comme d'habitude dans la disposition Nintendo du côté de chez Retroid. C'est toujours comme cela avec le B en bas, le A à droite, le Y à gauche et le X en haut. Pour moi qui ai l'habitude de jouer surtout à des jeux modernes et pas forcément Nintendo, je préférerais avoir le format Xbox classique, mais évidemment d'un point de vue software vous pourrez le changer. Ensuite là vous avez les D-pads, donc les joysticks, pas les D-pads, pardon, les joysticks qui sont ici, ce sont des petits joysticks, ce sont les mêmes que ceux que vous retrouvez donc sur la Retroid Pocket G2. Alors sur la fiche constructeur, il n'est plus marqué que ce sont des joysticks à effet de hall, mais selon la communauté, ce sont bien des joysticks à effet de hall que l'on a ici. En tous les cas, j'ai demandé une confirmation et je ne l'ai pas encore eu. Donc si jamais ce n'était pas le cas, allez voir en description. Je vous indiquerai si jamais ce n'était pas des joysticks à effet de hall. Juste en dessous, vous voyez qu'il y a une petite barre lumineuse, c'est toujours la même. Ça permet de rajouter un peu de style à votre console. Vous retrouvez sur la partie inférieure donc le bouton retour avec le premier haut-parleur, en sachant que vous en avez
un de chaque côté. Et en haut, juste ici, vous avez un tout petit bouton et ce petit bouton, eh bien, vous servira tout simplement à pouvoir mettre pause. C'est le bouton Start. On poursuit avec la partie droite cette fois-ci, partie gauche pardon cette fois-ci. Donc vous avez toujours le même joystick que j'ai choisi dans sa position supérieure. Donc c'est le joystick en haut. Le D-pad qui est juste ici, qui est très agréable. J'ai pu, vous le verrez dans les différents gameplays que je vous présente, faire pas mal de jeux de combat, que ce soit du Tekken, que ce soit du Street Fighter, que ce soit du Mortal Kombat. Et franchement, ça fonctionne très bien. On peut le dire, ça répond vraiment au quart de tour. Donc en bas, la deuxième partie du haut-parleur stéréo, le bouton Home qui est juste ici, et puis le bouton avec un petit carré est un bouton Select. Et évidemment, lorsque vous le prenez en main, eh bien, lorsque vous appuyez sur les joysticks, ça appuie sur L3 et R3, évidemment. Sur la partie supérieure, donc la partie supérieure, elle est comme ceci, et je vous fais l'autofocus, voilà, sur les gâchettes. Donc vous avez R1 qui est juste ici, c'est un clic, et vous avez R2 ici qui est une gâchette analogique, avec la possibilité d'un point de vue software, soit de faire en sorte qu'elle envoie un signal continu, c'est-à-dire en partant de 0 à 1 avec toutes les décimales, pour faire en sorte que ça soit une progression de valeur, ou alors de faire en sorte que ça soit comme un contact, on arrive directement de 0 à 1, et c'est particulièrement utile, notamment lorsque vous êtes sur des FPS, si vous voulez avoir plus de précision et surtout plus de réactivité plus que de la précision. On regrettera, en tout cas je regretterai, vous le voyez, qu'il n'y ait aucune nervure dessus. On est sur un plastique qui est lisse, hein, qui est aussi assez sensible au toucher en termes des traces de doigts, mais malheureusement on n'a aucune nervure, que ce soit sur le R1 ou sur le R2. On se rappelle que sur la Retroid Pocket G2, on avait bien des petites nervures, des petits points ici, qui faisaient que sous le doigt, c'était assez agréable et qu'on avait l'impression qu'on n'allait pas glisser sous les gâchettes. Et donc ça, je trouve que c'est une régression sur ce modèle de Retroid Pocket 6 par rapport à ce que l'on pouvait avoir sur la Retroid Pocket G2. Ensuite, on voit ici le petit bouton pour allumer, ainsi que plus et moins pour le contrôle du volume. Nous n'avons pas sur la tranche supérieure de boutons supplémentaires. Sur la face arrière. Donc la face arrière est assez intéressante par rapport à ce que l'on connaît du côté de chez Retroid. On retrouve évidemment les sorties pour l'air, parce qu'on est ici sur un refroidissement actif avec un ventilateur actif à l'intérieur qui fonctionne d'ailleurs très bien et qui est assez silencieux par rapport à ce qu'on a pu connaître ces derniers temps du côté de chez Ain notamment. On a derrière une petite plaque ici qui est donc moulée avec voilà, ce design qui est plutôt pas mal. On retrouve deux boutons qui sont programmables. Je vous montrerai tout à l'heure à quel endroit ils sont programmables. En réalité, ces boutons sont bien, ils sont attendus, c'est ce que je voulais. Mais au vu de la manière dont la console en elle-même est construite, ils sont assez peu accessibles. Je vais vous montrer pourquoi. Lorsqu'on tient de manière normale, on va dire, la console, eh bien, on se rend compte que à l'arrière, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, à l'arrière, mes doigts tombent ici. Il faut vraiment que je casse mon poignet, que je casse mes doigts en quelque sorte pour pouvoir appuyer dessus. Donc, même si normalement c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, sans les poignets supplémentaires, et ben là c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment pu utiliser. Donc, continuons notre tour du propriétaire à l'arrière. On apprécie le fait que ce soit moulé, donc ça permet une meilleure prise en main malgré tout. Mais par contre, là encore, on n'a aucune nervure sur les côtés. On apprécierait ici avoir quelque chose de texturé. C'est souvent mon cheval de bataille, mais je trouve que ça apporte vraiment un côté premium. Là, on est sur un plastique, comme je vous le disais, qui est très sensible au toucher et très sensible aux traces de doigts, donc ça je trouve ça un peu dommage, même si l'aspect brillant en lui-même n'est pas moche du tout, hein. C'est un peu la signature de style qu'on peut avoir là sur cette Retroid Pocket 6. C'est des plastiques qui sont très brillants et je crois que c'est vraiment volontaire de la part de Retroid sur ce coup. Comme d'habitude, on a de très très bonnes finitions. Je vais essayer de vous faire un petit zoom dessus, un petit autofocus. Vous voyez ici, tout est bien fini. Les vis sont bien imbriquées à l'intérieur de la coque de manière à ce que rien ne ressorte, rien ne vient heurter le doigt au toucher. C'est très très agréable, c'est très très bien fini sur ce point-là. Sur la partie inférieure. Donc la partie inférieure, vous retrouverez donc le slot pour la carte SD,
la prise de jack pour pouvoir brancher n'importe quel casque et évidemment la prise USB-C qui vous permettra à la fois de pouvoir brancher un casque en USB-C s'il le fallait, mais surtout ça vous permettra aussi de pouvoir brancher donc le chargeur et un écran externe pour aller jusqu'à la 4K 60 fps ou alors 1440p 144 fps ou alors 1080p 360 fps. Je vous montrerai tout cela dans la suite. Concernant les joysticks, je vous l'ai dit, ce sont des petits joysticks. De mon côté, je trouve qu'ils sont précis, mais ils ne sont vraiment pas extraordinaires comparé à ce que l'on a découvert ces derniers temps sur la Ain Odin 3 ou alors les excellents, hein, les meilleurs joysticks que l'on connaisse, ceux que l'on retrouve sur la Aya Neo Pocket Evo. Et ben là, on a des petits joysticks qui sont utilisables, qui sont précis mais qui ne sont pas incroyables et notamment lorsque vous voulez faire des FPS. Tout à l'heure vous verrez hein, quand je serai sur Borderlands 4 ça fonctionne, mais si vous voulez faire quelque chose d'exigeant il faudra passer par un contrôleur supplémentaire que vous brancherez soit en filaire ou soit en Bluetooth. Donc au niveau de la connectivité à l'intérieur, comme je vous le disais, on est en Wi-Fi 7 et en Bluetooth 5.3, donc ça permet de pouvoir se connecter avec les dernières normes. Et en termes de batterie, donc on passe de 5000 mAh pour la Retroid Pocket G2 à 6000 mAh. Et c'est pas pour autant qu'on va avoir beaucoup plus d'autonomie que la G2, tout simplement parce que je pense que le processeur qui équipe celui-ci, le Snapdragon 8 Gen 2, est probablement plus demandeur en ressources que celui qu'on retrouve dans la Retroid Pocket G2. Donc quand on joue en cloud, on peut aller jusqu'à 12 heures de jeu. Hein. C'est faramineux, c'est franchement ce que l'on apprécie avec ce type de console. En termes d'autonomie, 12 heures pour jouer en cloud gaming, c'est largement suffisant. De la même manière, lorsque vous jouez à des jeux rétro qui sont très peu demandeurs en ressources, que ce soit la NES, la Genesis, la Game Boy, enfin vraiment les anciennes consoles très peu demandeuses, et bien là aussi, dans ce cas-là, vous approcherez des 12 heures de jeu. Pour des systèmes qui sont un peu plus demandeurs, comme la Nintendo 64, la Dreamcast ou la PlayStation 1, là on pourra aller de 6 à 7 heures. Pour des jeux de PlayStation 2 et GameCube, on va de 5 à 6 heures d'autonomie. Pour les jeux Switch, dans mon utilisation, j'ai pu voir entre 4 et 4 heures et demie pour les jeux en fonction de l'intensité d'utilisation. Et pour les jeux PC et PlayStation 3, et bien là, on s'approche des 3 à 4 heures de jeu. Donc, c'est une machine avec une belle autonomie. En ce qui concerne la prise en main, donc en termes de prise en main, on est vraiment sur quelque chose de très semblable à ce que l'on a connu avec la Retroid Pocket G2 ou même la Retroid Pocket 5. On est sur un gabarit de PS Vita qui tient donc bien en main. Là, on voit que mes pouces, lorsque je prends la console de manière naturelle, mes pouces tombent assez facilement hein, sur les joysticks. Donc ça, c'est une très bonne chose. Là où parfois, pour ce type de format, nos pouces peuvent avoir tendance à tomber directement sur les boutons B, Y, X, A. Et ben là, ça tombe plutôt bien. Donc, dans mon utilisation au quotidien, j'ai trouvé un bon confort d'utilisation. J'ai pu y jouer plusieurs heures sans aucun souci. Mais par contre, c'est vrai que si vous jouez sur des jeux exigeants, notamment qui vont vous demander d'utiliser beaucoup les gâchettes, là, vous aurez peut-être une fatigue musculaire qui va arriver au niveau de la paume de la main. De la même manière, si jamais vous vouliez utiliser les gâchettes à l'arrière, les boutons supplémentaires à l'arrière, pardon, vous voyez que mes doigts sont assez loin, donc il faut vraiment recroqueviller, et donc c'est assez anecdotique comme utilisation, alors qu'on aurait pu espérer avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à l'utilisation. Au niveau du son que la machine peut envoyer, donc il y a différentes choses. Il y a le son que la machine fait. Et ça, c'est assez intéressant parce que les boutons B, Y, X, A sont particulièrement silencieux sur cette Retroid Pocket 6. Je vais essayer de vous faire écouter ça. Je ne suis même pas sûr que mon micro était en capacité de pouvoir entendre les bruits des boutons tellement ils étaient faibles. Maintenant, on va voir un peu le son des haut-parleurs pour voir un peu quelle est la qualité d'enregistrement que l'on peut espérer avoir, quelle est la qualité audio qu'on peut espérer avoir. Pour cela.
Donc voilà, je pense que vous avez pu l'entendre, le son est bon, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. Donc probablement il y aura des tweaks, hein, pour pouvoir encore améliorer le son des jeux. On passe maintenant sur la brique logicielle. Moi de mon côté, vous avez probablement vu, j'ai choisi comme launcher principal Daijisho Launcher parce que je trouve qu'il est très facile à pouvoir configurer. Je vous ai sorti une vidéo, hein, de configuration complète, hein, de cette machine sous Android. Vous la retrouverez qui va s'afficher pardon en petite post-it ou alors en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller la voir. Donc ça c'est simplement ce qu'on appelle un front-end. Donc ça nous permet de pouvoir bien classer nos bibliothèques de jeux et ensuite de pouvoir les lancer très facilement. On rentre dedans puis là on va prendre à nos listes de jeux. Donc je vous ai montré sur cette vidéo que j'ai faite comment le configurer très facilement mais sans rentrer en profondeur. Si vous voulez que je vous montre comment est-ce que j'ai fait pour le régler complètement à l'image de ce que j'ai ici, eh ben, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je prendrai le temps si je vois qu'il y a des gens que ça intéresse vraiment pour pouvoir faire ce tuto particulier sur Daijisho. Mais là, ce que l'on va faire déjà, c'est qu'on va regarder maintenant les différents menus que l'on peut avoir sur cette Retroid Pocket 6. On est sur un du terrain connu parce que c'est les mêmes menus que l'on retrouve sur la Retroid Pocket G2, que l'on retrouve sur la Ain Odin 3 par exemple, que j'ai pu tester dernièrement. Dans la partie supérieure, vous retrouvez différents éléments. Voilà, j'espère qu'au niveau de l'autofocus, ça sera bon. Donc évidemment, vous avez Internet. Là, vous avez le volet performance. Le volet performance vous permet, en cliquant dessus, de pouvoir régler 3 niveaux de performance en allant de standard à haute performance. Et plus vous mettez de la performance, plus vous avez justement la puissance du Snapdragon 8 Gen 2 qui est mis à votre disposition. Mais par contre, vous allez perdre en autonomie. Juste à côté, vous avez le ventilateur. Donc le ventilateur, plus vous mettez de la puissance, plus vous avez la possibilité de le mettre fort. Et je dois le dire, sur ce modèle-là, la Retroid Pocket 6, ils ont fait un super travail au niveau du ventilateur parce qu'il est très très discret, même quand il est à fond comparé à la concurrence. Là, on est sur quelque chose de très discret, donc c'est super. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, là, vous avez la possibilité d'allumer ou d'éteindre les LED des joysticks qui sont juste là. Et puis, lorsque vous cliquez sur la petite flèche, vous avez un menu qui vous permet de pouvoir régler de manière un peu plus précise, soit de manière générale en réglant les deux joysticks directement, ou alors vous pouvez faire en sorte que un joystick soit changé et pas l'autre, etc. Et puis régler la saturation aussi et la luminosité. Ensuite, là, vous avez le controller style. Ça, c'est un bouton qui est très important. Le controller style va vous permettre de pouvoir assigner les boutons qui sont ici. Soit de cette manière-là, donc c'est avec le B et le A de cette manière-là, à la manière Nintendo, donc c'est le style rétro. Soit de complètement déconnecter l'ensemble des boutons, ça c'est si jamais vous jouez avec un contrôleur externe pour être sûr de ne pas avoir de confusion, ou alors d'être en mode Xbox, et là d'un point de vue software, ça va swapper les boutons pour les inverser de manière à ce qu'ils soient reconnus dans les jeux plus modernes qui ne prennent pas la configuration Nintendo. Là ici vous avez les boutons L2 et R2, donc les gâchettes L2 et R2 avec la possibilité soit d'être en mode linéaire ou soit d'être en mode analogique. Là ici c'est pour l'écran, c'est-à-dire que vous avez le choix soit d'être en mode 120 Hz ou soit d'être en mode 60 Hz. Le charging separation ici est très important, notamment lorsque vous allez brancher votre Retroid Pocket 6 par exemple sur un dock pour jouer sur un écran externe. Ça va permettre de faire en sorte qu'une fois que votre batterie est chargée, eh bien ça va shunter la batterie pour ne plus l'alimenter, pour passer directement pour alimenter la Retroid Pocket 6 sans passer par la batterie et ainsi économiser votre batterie lorsque vous êtes sur un secteur lorsque vous êtes branché sur secteur. Là ici, c'est la possibilité de pouvoir régler une limite de charge, le Bluetooth, évidemment la possibilité de pouvoir enregistrer l'écran, et puis vous avez le floating icon et ça nous permet d'aller dans un deuxième menu. Le floating icon, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on ne voit pas ici, mais que l'on va voir une fois que l'on est en jeu. Par exemple, si on retournait sur n'importe quel jeu, hein, ou n'importe quelle application, on retourne sur Mario Kart, qu'importe. Là, ici, vous voyez, sur la droite, j'ai une petite barre latérale et ça vous offre un nouveau menu. Lorsque vous ouvrez ce menu, eh bien là, maintenant, vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre d'éléments supplémentaires. Et ça, c'est le floating icon, ça vous permet de pouvoir ouvrir ce menu. Là, vous pouvez régler l'intensité lumineuse du jeu. En bas, vous avez des informations concernant votre console. Attendez, je vais baisser la luminosité pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc avec notamment le nombre de FPS. Et lorsque vous cliquez sur le nombre de FPS, ça va maintenant afficher en haut à gauche une petite surimpression.
Voilà. Petite surimpression qui vous permet de dire à combien de FPS est-ce que votre écran est en train de tourner et de pouvoir calculer le nombre de FPS qui sont affichés dans votre jeu. Juste à côté, vous avez le nombre de degrés Celsius de votre machine pour surveiller sa consommation, enfin sa chaleur, pardon. Là, vous avez la charge CPU et la charge mémoire. Et puis là, vous avez d'autres éléments comme par exemple le screen mapping. Le screen mapping, ça sera notamment utile lorsque vous êtes sur des jeux Android qui ne prennent pas en charge nativement la manette. Et vous savez, il y a juste des contrôleurs à l'écran et malheureusement, vous ne pouvez pas jouer à cause de ça. Eh bien, en cliquant sur Screen Mapping et Key Adapter, là, ça va vous ouvrir un petit menu qui vous permettra de pouvoir, vous voyez, juste ici, assigner un petit bouton à une surface de l'écran et de pouvoir le faire pour n'importe lequel de ces petits boutons qui sont juste ici. Vous avez d'autres éléments comme là la possibilité de faire un test des boutons, là de régler des profils pour avoir différents profils en fonction des émulateurs par exemple que vous êtes en train d'utiliser. Et puis là un guide qui vous permet d'avoir accès justement à une explication un peu plus précise des schémas que vous allez utiliser lorsque vous allez utiliser le screen mapping. Vous avez possibilité de faire d'un screenshot, de faire du record, d'appuyer sur speed up, ça va simplement killer tous les processus de RAM qui sont utilisés et qui ne sont pas nécessaires. Et le live, ça vous permettra de télécharger une application pour jouer en live directement. Et si jamais cette petite icône justement vous gêne, et ben c'est très simple. Vous allez là et vous cliquez sur Floating Icon. Et maintenant, vous voyez, eh bien, ça a totalement disparu. Et donc, le dernier menu que l'on doit retrouver, hop, vous allez le retrouver directement. C'est le menu des paramètres système hein, que vous pouvez avoir avec la roue crantée de manière habituelle. Donc là, vous avez toutes les options que l'on connaît. Voilà, j'ai vu que j'avais un petit problème avec les ISO. Et là, au moins, normalement, ça devrait être mieux. Donc, dans les menus paramètres, hein, c'est tout ce que vous connaissez des paramètres de Android. Mais vous avez quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est juste en bas le Handle Settings et c'est là que l'on va aller. Donc là, vous avez différents menus qui sont directement liés à la console en elle-même. Par exemple, vous avez la possibilité de faire en sorte que les différentes applications soient cleanées, soient quittées lorsque vous êtes en mode stand-by. Bah, évidemment, nous, c'est pas ce qu'on va vouloir faire parce qu'on voudra retourner assez rapidement dans les jeux. Lorsque vous connectez à une télé, là, vous allez avoir différents modes qui sont affichés. Donc là, c'est lorsque vous êtes connecté à un écran externe et je vous montrerai tout cela tout à l'heure. Vous avez la possibilité de pouvoir faire en sorte que lorsque vous êtes connecté en USB-C à un écran externe, que l'écran de votre console ici soit éteint, de faire en sorte qu'elle ne puisse pas se mettre en veille, de forcer le format 16:9 en format paysage. Et puis là, surtout, vous allez avoir toutes les résolutions qui sont disponibles en allant jusqu'à la 4K 60 fps, la 2K 120, la 2,5K 144 Hz et le 1080p, non pas 360 mais 240 Hz, contrairement à ce que j'avais dit en introduction. Et moi, je reste en 4K 60, notamment pour les services de cloud gaming. Dans le charging setting, là, vous avez la possibilité de régler la charge limite et la possibilité d'activer ou non la charge separation. Là, c'est pour régler l'intensité des vibreurs. L'USB, c'est simplement pour lorsque vous connectez un ustensile USB, notamment une clé USB ou autre chose, et ben, ça va vous donner une petite notification. Statue bar, là, c'est simplement pour afficher en haut la vitesse de connexion. Input. Donc là, ça va être assez intéressant parce que ça va vous permettre dans Input Control là déjà de pouvoir faire des tests pour voir si ça fonctionne bien, de pouvoir faire des calibrations de joystick. Donc ça, je vous laisserai le faire en fonction. Hein. C'est toujours utile de pouvoir le faire. De pouvoir régler les zones mortes des joysticks ainsi que les zones mortes des gâchettes. Et puis là, vous avez M1 et M2. M1, c'est le petit bouton qui est là, et M2, c'est celui qui est ici. Et là, vous pouvez assigner à ces boutons n'importe quel autre bouton qui est disponible sur la manette, ou alors des éléments comme le App Switch pour changer rapidement d'application. Moi, j'ai fait en sorte que sur le bouton de gauche, ça simule l'appui du bouton A en bas, et le bouton de droite, l'appui du bouton B. Dans Controller Style, vous retrouvez les éléments que vous aviez dans la partie supérieure, soit en mode Xbox, soit en mode rétro, soit en mode disconnect. Et L2, R2, là aussi, c'est le mode analogue ou digital, comme on avait pu le voir. Le VMOS, qu'est-ce que c'est? Bah ça, très simplement, lorsque vous l'activez, ça vous permet de pouvoir simuler la présence d'une souris avec le joystick gauche. Google, ça c'est pour
activer ou non les services Google. Vous en aurez besoin pour installer différentes applications. Et puis là, dans la partie Advanced, vous avez la possibilité de faire du Virtual RAM Swap. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. À la base, vous avez 8 ou 12 Go de RAM qui sont installés. Et puis ensuite, vous avez un stockage interne. Et ça vous permet de pouvoir prendre jusqu'à 4 Go, il me semble, hein, c'est ça? Oui, 4 Go de votre stockage interne pour les allouer comme de la RAM. Évidemment, ce n'est pas de la RAM aussi rapide que la RAM qui est intégrée, mais peut-être que pour certains émulateurs, notamment si vous avez le modèle 8 Go, ça pourra vous être utile. Donc, commençons maintenant à rentrer un peu dans les performances et dans le jeu. Et vous voyez, moi, j'ai configuré Daijisho pour faire en sorte que dans les widgets ici, j'ai un accès direct à mes services de cloud gaming ainsi qu'à GameHub pour les jeux PC. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on puisse voir un peu l'expérience que l'on peut avoir sur ces différents services de cloud gaming et de cloud computing. Et cette fois-ci, on va changer, on va commencer par les services de cloud computing et on va même commencer tout de suite par le service qui a sponsorisé cette vidéo, c'est-à-dire Cloudipad. Et j'accède à Cloudipad directement par Moonlight que je peux régler ici directement soit en 1080p, soit en 1440p en fonction de si je suis branché sur un écran externe. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est la partie que j'ai pu faire lorsque j'ai lancé sur Cloudipad directement Spider-Man 2 pour éradiquer le crime de New York. Donc on est avec une RTX, la 4090, donc ça permet de pouvoir activer le DLSS évidemment et de pouvoir se promener dans la ville, combattre le crime et vraiment profiter d'une super expérience tout en étant avec les 120 fps affichés à l'écran. On poursuit sur un autre service de cloud computing. Là, maintenant, on est sur Shadow PC. Et sur Shadow PC, eh bien, je choisis de pouvoir être là aussi. Là, par contre, je suis limité au 1080p en 120 Hz. Et du coup, là, j'ai voulu faire un peu de versus fighting en cloud avec l'excellent Tekken 8 que j'ai récupéré il y a peu. Donc, ça me permet de pouvoir le tester et y jouer directement sur ma petite console, là, ici, avec son bel écran bien lumineux. On poursuit maintenant avec les services de cloud gaming et là on va du côté du mastodonte, un GeForce Now qui me permet ici de pouvoir jouer jusqu'en 1440p 120 Hz et j'ai choisi un jeu exigeant dans le sens où exigeant aussi au niveau des contrôles, c'est-à-dire que là nous sommes sur Borderlands 4. Alors je ne suis pas contre des ennemis qui sont très farouches puisque là je suis en quelque sorte dans un mode de chasse où j'attaque ces gros éléphants, ces mammouths, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais vous voyez j'ai pas de difficulté à jouer, le jeu est vraiment beau, il est vraiment magnifique et c'est un véritable plaisir que de pouvoir le découvrir dans ces conditions ici avec le cloud gaming. On poursuit sur Boosteroid. Sur Boosteroid, j'ai choisi d'aller sur un jeu disponible dans le Game Pass et là on est en 1080p, non on est en 1440p aussi, en 60 Hz pour le coup et là je suis sur Expédition 33, ce jeu français qui a réussi à gagner tant de prix. C'est un vrai plaisir de pouvoir le redécouvrir sur les différents services de cloud et notamment sur Boosteroid. Et enfin, on termine avec Amazon Luna et je dois le dire, il y a eu beaucoup d'améliorations du côté d'Amazon Luna. Les jeux se lancent beaucoup plus rapidement qu'avant. Et cette fois-ci, on est sur un jeu de sport, on est sur eSport FC 26, un service, un Luna qui est particulièrement bien adapté aux petites consoles comme ça dans son ergonomie. On est sur du 1080p, 60 fps et là, vous le voyez sur eSport FC 26, ça fonctionne très bien. Pour l'occasion, j'ai lancé le petit derby entre l'ASSE et Lyon, l'OL, et c'est un plaisir ici de pouvoir faire en sorte que l'ASSE puisse enfin gagner contre Lyon. Donc on le voit en cloud gaming, c'est une superbe expérience d'avoir sur un écran OLED dans un format si transportable et de pouvoir jouer à tous ces derniers jeux de cette manière-là. Évidemment, je n'ai pas testé le Xbox Cloud Gaming, mais que ça fonctionne aussi parfaitement sur cette console. Comme je vais l'évoquer, pour la plupart des jeux, les joysticks seront tout à fait acceptables, mais pour des jeux qui seront peut-être un peu plus compétitifs, je vous encouragerai à passer sur un écran externe et utiliser une manette plus adaptée, une manette que vous brancherez en USB-C ou directement en Bluetooth. Maintenant, passons aux performances en local avec le Snapdragon 8 Gen 2. Donc, comme je vous le disais, on a 3 modes de performance, soit le mode standard, soit le mode performance, soit le mode haute performance. De mon côté, j'utilise le mode standard pour jouer au service de cloud gaming et d'émulation jusqu'à la PS1 d'une manière générale, et parfois certains jeux sur GameHub, comme ça sera le cas aussi avec Silksong.
Ensuite, je passe au mode performance ou haute performance en fonction des besoins, en fonction des émulateurs pour maintenir le 60 fps avec les augmentations de facteurs. Une question que l'on peut se poser avant de rentrer dans le détail des tests, c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux prendre la version 8 Giga ou la version 12 Go de RAM. Je dirais que la version 8 Go de RAM sera utile et suffisante pour énormément de situations d'émulation. Pour le cloud gaming, évidemment, c'est largement suffisant. Par contre, si vous voulez aller sur de la Wii U ou sur de la Switch, de la PS3 et certains jeux Game Hub, eh ben là, ça va être compliqué. Avec la version 12 Go, vous ne pourrez pas aussi tout faire. Vous serez quand même limité, notamment au niveau de l'émulation PC et de l'émulation PS3, mais quand même, eh ben, vous aurez accès à pas mal de choses, notamment l'émulation Wii U et Switch marchera beaucoup mieux avec les 12 Go de RAM. Et le bonus qui n'est pas négligeable, c'est que la version 12 Go vient aussi avec un stockage qui est largement plus conséquent. Alors rentrons maintenant dans les performances en termes d'émulation. On commence tout de suite avec la 3DS. Au niveau de la 3DS, comme vous le voyez à l'écran, ça fonctionne évidemment très bien. Malheureusement, on n'a pas deux écrans, donc il faudra alterner entre un écran ou un autre, et on peut aller facilement jusqu'à un facteur de résolution 5 fois multiplié, donc 5x. Pour la Nintendo DS, là aussi ça fonctionne bien, vous le voyez à l'écran, franchement on n'a aucune difficulté à pouvoir jouer à cela, et là on peut avoir un facteur de multiplication qui va jusqu'à 6x. Concernant maintenant la PlayStation 2, là en fonction des jeux, on pourra aller de 3, 4 à voire 5x, mais c'est vraiment pour des petits jeux pour le 5x. Sinon, on sera plutôt aux alentours des 3, 3,5 voire 4x. Et vous le voyez là sur les James Bond par exemple, c'était un vrai plaisir de pouvoir retrouver cette ambiance. Ici, on est sur Nightfire. Et puis aussi sur Automodelista, là c'est un jeu particulier avec des graphismes en cel shading et qui rend particulièrement honneur sur ce magnifique écran OLED. Sur la PSP, là, en fonction des jeux, sur les petits jeux, vous pouvez aller jusqu'à un facteur de résolution 8x, c'est-à-dire jusqu'à la 4K. Et puis, en fonction des jeux, par exemple avec God of War, là, vous passerez en mode OpenGL, parce que le Vulkan ne fonctionnera pas forcément très bien. Et là, vous baisserez évidemment le facteur de résolution. Mais là aussi, franchement, ça fonctionne très très bien. Concernant la GameCube, là aussi, vous êtes sur des facteurs de résolution allant jusqu'à la 4x, parfois jusqu'à la 5x, mais c'est vraiment sur certains jeux. Moi, de mon côté, ici, vous voyez F-Zero ainsi que Star Fox. Et franchement, ce sont des jeux qui fonctionnent vraiment bien directement sur cette Retroid Pocket 6. On poursuit maintenant avec la Wii. Pour la Wii, je vous présente deux jeux, un jeu dont j'ai oublié le nom, ainsi que Mario Galaxy. Là encore, pour ces deux jeux, donc on est en résolution x4 ou x3 en fonction des situations. Là aussi, franchement, ça fonctionne très bien. C'est un vrai plaisir de pouvoir retrouver ces jeux Wii, de les redécouvrir. Et pour la configuration du système Wii, qui est parfois un peu compliqué, notamment au niveau du pointeur, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet de configurer votre Retroid Pocket 6 aux petits oignons avec tous les émulateurs. Concernant la Wii U en résolution native, donc c'est-à-dire en 720p, eh bien ça fonctionne très bien. Là vous le voyez, je suis sur Mario Tennis, ça fonctionne sans aucun glitch avec là des drivers alternatifs, ce qu'on appelle les turnip drivers. Ça fonctionne très très bien. De la même manière, ensuite, quand ce jeu continue sur le jeu de course, Fast, là aussi, sans aucun glitch. Franchement, c'est un véritable plaisir. Il y a de grandes pépites sur cette Wii U qui a été franchement dépréciée, dévaluée, qui n'a peut-être pas eu le traitement qu'elle méritait. En tous les cas, vous pouvez retrouver pas mal de jeux qu'après vous retrouverez sur Switch évidemment, mais que vous pourrez exécuter assez facilement sur Cemu, qui ne fait que s'améliorer. Maintenant, concernant la Switch, en fonction des émulateurs et des jeux, c'est totalement utilisable. Certains jeux vont jusqu'à 60 fps, d'autres oscillent entre les 50 et 55, et puis certains jeux sont bridés, mais là, par les développeurs à 30 fps, et ça fonctionne plutôt bien. Le Snapdragon 8 Gen 2 est très très bien pris en charge par Eden, donc vous n'aurez pas de problème pour pouvoir lancer vos jeux, notamment avec les drivers alternatifs. Maintenant, concernant la PS3, là on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. On arrive vraiment sur les limites en ce qui concerne l'émulation de cette petite Retroid Pocket 6. Alors vous le voyez là avec deux jeux, notamment avec Rayman, eh bien Rayman Legends fonctionne très bien, sans aucun problème, sans aucun ralentissement. Et Street Fighter X Tekken, lui aussi fonctionne bien
bien, avec parfois quelques petits ralentissements. Et il y a quand même un certain nombre de jeux que j'ai réussi à lancer sur la Ain Odin 3 avec son Snapdragon 8 Elite que je n'ai pas réussi à lancer ici. Donc évidemment, vous devrez faire des choix et plutôt privilégier des petits jeux 2D sur cette Retroid Pocket 6 lorsque vous voudrez aller sur de l'émulation PlayStation 3. Maintenant, en ce qui concerne GameHub, là c'est assez intéressant parce que du côté de chez GameHub, eh ben, j'ai pu installer notamment des petits jeux, ou en tout cas des anciens jeux, ou alors des jeux récents mais qui sont peu demandeurs. Par exemple, sur Silk Song, eh ben, on peut jouer sans mettre de mode performance au plus bas en 120 FPS. Et là, franchement, c'est un vrai plaisir de pouvoir le retrouver dans ces conditions, de pouvoir jouer en 120 FPS directement sur la Retroid Pocket 6 à Hollow Knight Silksong. Ensuite, on a pu faire un test par exemple sur Mortal Kombat 9. Là aussi, le jeu franchement fonctionne très bien. On s'approche quasiment tout le temps des 60 FPS sans aucun souci. Et puis j'ai pu essayer d'autres jeux qui fonctionnaient bien. Titanfall 2 aussi, hein, qui fonctionne plutôt bien dans les 40 FPS. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire d'enregistrement de gameplay ici. Au niveau des jeux Android, alors il semblerait que pour la Retroid Pocket G2, malheureusement certains jeux Android ne fonctionnent pas dessus. De mon côté, j'ai pu lancer sans aucun souci Fortnite et avec la possibilité d'être en 120 FPS ou en 60 en fonction de la puissance que l'on va décider d'allouer au jeu. Donc là, vous le voyez, on est sur Fortnite. Le jeu est vraiment beau et il fonctionne très bien, sans aucun souci. Donc, passons maintenant à la question de la sortie télé. Donc, comme vous le voyez là à l'écran, eh bien, j'ai branché directement la Retroid Pocket 6 sur un écran externe. Et cet écran externe, donc, c'est un écran 4K 60 Hz avec la particularité de prendre en charge aussi les manipulations tactiles. Donc, ça, c'est très très bien parce que ça permet de pouvoir se diriger directement dans la Retroid Pocket. Et comme vous le voyez, eh bien, l'écran de ma Retroid Pocket 6 s'est automatiquement éteint à partir du moment où j'ai branché l'écran externe. Là, moi, dans mon utilisation, je vais utiliser directement les contrôleurs qui sont sur la manette, mais en soi, si vous posez sur un dock, vous désactivez les contrôleurs de la manette et vous pouvez utiliser un contrôleur en Bluetooth, une manette en Bluetooth, un clavier souris, etc. Et ça fonctionnera très bien. Je vais vous montrer dans ma situation deux jeux. Le premier, ça sera sur CloudyPad. On va aller sur Horizon Forbidden West, un jeu qui est assez exigeant. Et donc là, ça vous permet simplement de pouvoir voir comment est-ce que ça rend. Franchement, c'est magnifique, hein. C'est un jeu qui est très très beau, qui fonctionne très bien, qui est assez exigeant et que vous avez la possibilité de faire sur différents services de cloud computing. Et là, du coup, je vous l'ai montré sur CloudyPad. Et on fait un petit tour aussi du côté de chez GeForce Now. Et là, pour GeForce Now, j'ai choisi Hogwarts Legacy, hein, qui a rejoint le catalogue de GeForce Now il y a peu de temps. Et donc là aussi, vous le voyez, ça permet d'avoir une expérience sur grand écran en 1440p, parce qu'à l'heure actuelle, sur Android, GeForce Now ne permet pas d'avoir une sortie 4K, mais seulement 1440p. Et là, franchement, encore une fois, on a une très très belle expérience. Pour moi, c'est l'utilisation que je préfère de ces petites consoles, c'est-à-dire pouvoir jouer à des plus petits jeux en mobilité, et puis quand je rentre chez moi, hop, je la pose sur un dock, et ça me permet de pouvoir jouer sur un grand écran. Alors, parlons maintenant du prix de cette Retroid Pocket 6. Donc, vous avez deux modèles, soit le modèle 8 Go de RAM qui vous sera facturé 229 $, soit 193 €, ou alors le modèle 12 Go de RAM qui vous sera facturé 279 $, soit 235 €. Donc, la question qui va se poser, c'est de savoir pour ces quelques gigas de RAM en plus et le stockage supplémentaire, est-ce que les 50 $ supplémentaires valent le coup? Dans mon sens, je dirais oui, notamment si vous voulez faire de l'émulation Switch, Wii U ou PS3. Mais si jamais vous voulez faire que du cloud, par exemple, vous pourrez très bien vous limiter à la version 8 Go de RAM. On en arrive à la conclusion, mais juste avant la conclusion, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez rien rater de l'actualité, à la fois du cloud gaming, du cloud computing et aussi de toutes ces consoles, ces petites consoles qui permettent de lancer ces services de cloud et de faire de l'émulation. Et évidemment, je vous rappelle que si vous voulez vous procurer cette console, vous avez un lien affilié en description. Ça ne vous coûtera pas plus cher et ça viendra soutenir directement la chaîne. Je ne vous l'ai pas dit, mais il faut rajouter aussi au prix de la console des frais de livraison. Vous aurez plusieurs choix, soit de passer par 4PX, soit de passer par DHL. 4PX est un peu moins cher, mais plus lent et en général, vous ne payez pas de frais de douane. DHL est beaucoup plus rapide, un petit peu plus cher et vous risquez de payer des frais de douane. À vous de voir ce que vous préférez. Et donc, merci beaucoup pour tous ceux qui passent par le lien affilié. Finissons par la conclusion. D'un point de vue négatif, les points négatifs concernant cette Retroid Pocket 6, eh bien déjà je dirais que le son
il est bon, mais il n'est pas extraordinaire. Donc pour moi, ça ne peut pas être un point positif, donc je le mets quand même malgré tout en point négatif. Deuxième point négatif, eh bien, c'est qu'à l'heure actuelle, cette Retroid Pocket 6 n'est disponible qu'en import par le site officiel de Retroid. Alors de mon côté, j'ai commandé plein de choses chez eux, j'ai pas eu de problème, mais il n'empêche que voilà, vous ne le commandez pas et ça arrive demain. À chaque fois, il y a du temps de traitement, du temps de livraison, etc. Cette console est confortable, mais pour utiliser les palettes arrière, eh ben, elle est peu confortable pour l'utilisation avec les palettes arrière. Et les joysticks que je trouve un peu petits comparé à ce que l'on a retrouvé ces derniers temps sur la Aino 3. J'aurais aimé avoir les mêmes joysticks dessus. Voici pour les points négatifs. Donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de points positifs. Au niveau des points positifs, on retrouve la qualité de cet écran. On est sur un très très bel écran AMOLED de 5,5 pouces avec des couleurs qui sont brillantes, qui sont flashantes, qui ressortent bien, des noirs qui sont profonds et une luminosité franchement qui est très très bonne. On a un bel écran 120 Hz aussi, c'est ce qui est reproché à la Retroid Pocket G2, c'est d'être limité aux 60 Hz. Là, d'avoir le 120 Hz, c'est très très bon. On reprochait aussi à la Retroid Pocket G2 d'avoir une sortie qui était limitée au 1080p. Là, on a la 4K 60 Hz, donc je suis très content de cela. Encore une fois, Retroid nous montre qu'ils sont capables de fabriquer de belles machines, donc on a une belle qualité de fabrication. Elle est parfaitement utilisable avec ses hautes connectivités, ses connectivités récentes entre le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. On a ce qu'il faut vraiment pour jouer en cloud gaming dans des très très bonnes conditions. On a une forte capacité en termes de puissance avec le 8 Gen 2, même si maintenant il est sorti il y a quelques années, il reste encore très très performant pour la majorité de l'émulation. La présence d'une prise jack, tant que c'est là, on le note comme étant un point positif. Le fait d'avoir de manière software directement intégré la possibilité de mapper l'écran avec les touches pour les jeux qui ne sont pas compatibles avec les manettes, eh ben, c'est une très très bonne chose. Les boutons arrière, même s'ils ne sont pas placés, eh ben, on apprécie quand même qu'ils soient là. Et puis le prix, on est quand même sur quelque chose qui est assez agréable en termes de prix, hein. Comme je vous le disais, par exemple, pour la version 8 Go, on est à moins de 200 €. Donc pour moins de 200 €, on a une très très belle machine. Et pour la version 12 Go, on est à moins de 250 € avec 235 €. Donc on est vraiment sur une très très belle machine ici du côté de chez Retroid. Elle n'est pas parfaite. Face à une Odin 3 qui est bien plus chère, hein, malgré tout, eh ben, on pourra peut-être privilégier la Odin 3 par rapport à son écran 6 pouces, par rapport aussi à la puissance qu'elle permet d'avoir avec comment dire, le Snapdragon 8 Elite et puis des joysticks qui sont mieux. Mais par contre, dans le secteur des écrans 5,5 pouces, quand on la compare à la Retroid Pocket 5, eh ben, là il n'y a rien à voir. Et comparé à la Retroid Pocket G2, je dirais que cette Retroid Pocket 6 apporte toutes les améliorations des éléments que je pouvais reprocher à la Retroid Pocket G2, donc elle est mieux si vous n'avez pas évidemment déjà la Retroid Pocket G2. Donc encore une fois, je remercie Cloudipad qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner, passer par les liens affiliés et évidemment à passer une bonne fin de semaine dans les nuages.